en surface, sans doute, mais aussi dans les nappes. La difficulté maintenant, c'est de savoir dans notre système de gouvernance, quelles sont les politiques et les moyens que nous disposons pour pouvoir faire de sorte que l'eau soit là, en quantité, en qualité et à toutes les heures. On va me dire que cela a un prix ou un coût. L'eau n'a pas de prix, mais elle a un coût si on veut la rendre disponible et accessible. Ce coût-là, nous continuons à penser, en tant qu'acteur de développement, en tant que société civile, ce coût-là relève d'un rôle régalien des États africains. Et certains vont me dire que oui, ça coûte cher. En termes clairs, en termes clairs, on devrait payer moins, pas cher pour accéder à l'eau. C'est les États africains qui doivent avoir une politique qui permette de dire ce dont on a besoin pour financer l'accessibilité à la disponibilité de l'eau. On trouve les mécanismes pour en faire une priorité dans les services publics de l'État. Nous continuons à penser que l'eau est un bien et l'eau c'est la vie. Et ce bien commun qui n'appartient à aucune famille en Afrique, qui n'appartient à aucune société en Afrique, doit être exclusivement bien géré, bien distribué, bien gouverné par l'État et qu'il en fasse une priorité de gouvernance. Si maintenant l'État opte pour une délégation, je ne viens pas encore aux privatisations, mais à une délégation, quand on délègue la vie de sa famille à un intrus ou à un voisin, il peut arriver que la famille ne soit pas totalement satisfaite dans la demande régalienne et dans les besoins sociaux qu'il lui faut au quotidien pour y arriver. Nous continuons donc à dire depuis Marseille, depuis Marrakech, depuis Kyoto, qu'il faut que les États osent prendre la responsabilité de dire nous ne pouvons pas confier la gestion de l'eau à qui que ce soit, soit-il une multinationale, une nationale, un milliardaire. Nous allons en faire une priorité et étudier les mécanismes de financement de ces services d'accès et de disponibilité de l'eau. Très bien. Et en parler avec les populations pour qu'elles comprennent qu'on va mettre beaucoup d'argent pour vous dans ça et que par conséquent, on vous demande, on vous sollicite pour la préserver, la gérer, ne pas la gaspiller et l'utiliser à bon escient parce que sa disponibilité nécessite beaucoup d'investissements et ces investissements, nous ne voulons pas donc ne pas les faire et qu'en les faisant, par conséquent, on veut donc une gouvernance participative, inclusive et communautaire. Très bien. Ça, il y a des pays qui l'ont réalisé et qui l'ont réussi. Je serais déçu si, M. Barry, au Sénégal, on n'aurait pas inclus la question de l'eau dans le monde rural parce que nous sommes dans l'Afrique subsaharienne. Ce sont les populations subsahariennes pour l'eau de pasteurisme, de l'élevage, de l'agriculture, de la vie, du ménage, qui sont beaucoup plus, à mon avis, confrontés à des difficultés. Je ne peux pas donc penser qu'on aurait pu être à Dakar sans imaginer un seul instant qu'il faut donc qu'il y ait un volet qui permette de discuter de la question du monde rural. Si les parents du Baol ont quitté le bassin du Baol, mais parce que par moment aussi, jusqu'à Ngounyan, ils n'ont pas d'eau. Et les jeunes de ma patrie du Baol qui quittent le Baol pour venir laver ici des voitures, faire de petits travaux, porter sur la tête des choses. Si l'eau de culture et de production était là sans doute, ils auraient trouvé des activités beaucoup plus rentables que de celles de venir laver des chaussures ou laver des voitures. Un mot, allez-y. Oui, M. Baldé, vous voulez rebondir non, à la limite, ce que je tiens à dire, peut-être que c'est quelques clarifications pour qu'on se comprenne bien. Quand nous discutons d'eau, c'est toujours passionnant. Tout le monde est passionné d'eau parce que sans eau... Parce que l'eau, c'est la vie. Voilà. Absolument. Parce que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Nous sommes à 80% d'eau. Mais la vérité, c'est que l'eau a un coût. Ouais, c'est ce que j'ai dit. L'utiliser, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Et ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que c'est une valeur finie. En termes mathématiques, ça veut dire qu'on connaît les contours. On ne peut pas fabriquer l'eau. On connaît la composition chimique de l'eau, mais on ne peut pas fabriquer l'eau. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'énergie nécessaire pour créer cette explosion-là qui va produire la goutte d'eau. Donc, il y a un coût extraordinaire. Et si vous avez une ressource qui est finie, c'est-à-dire une ressource qui est limitée, vous devez la préserver.
Et souvent, nous procédons à un gaspillage. Je donne un exemple très simple aux gens en leur disant, pourquoi vous faites vos ablutions en ouvrant le robinet? Vous dépensez 10 litres d'eau pour faire vos ablutions. 4 fois par jour, vous faites des ablutions ou 5 fois par jour. Ça fait 50 litres d'eau. Ça fait une bassine d'eau à partir de ce moment-là. Alors que vous pouvez le faire avec un quart de litre chaque fois dont vous en avez besoin. Et vous aurez consommé toute la journée. Mais cette eau gaspillée aurait dû être récupérée également. Non, voilà. S'il y avait cette politique également. Non, c'est une priorité. Oui. Il faut d'abord éduquer les gens à gaspiller moins la ressource. La ressource, comme j'ai dit, elle est limitée. On ne peut pas l'augmenter. Ni la créer. On ne peut pas la créer non plus. Donc, ce que vous avez, vous devez le savoir. Quand vous allez à la banque pour prendre de l'argent, avant de mettre un chèque, vous demandez votre position. Oui. Donc, vous savez combien vous avez. Oui. Donc, vous ne pouvez pas demander plus. Voilà. Maintenant, ceci dit, si la ressource est limitée et si nous en sommes à ce stade-là, qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons plus la fabriquer. La seule chose, c'est d'éduquer et d'accompagner les gens. Quand nous consommons de l'eau, sur 10 litres d'eau que nous consommons dans nos maisons, nous rejetons à peu près 8 à 9 litres, sous une forme ou une autre. Donc, la question, c'est de pouvoir investir dans la récupération de cette eau-là. Et c'est ce qui se fait un peu partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle les eaux marginales. On peut les récupérer. Les eaux de ruissellement, quand Dakar est inondé, ces eaux-là, pourquoi les pomper et les jeter à la mer? On peut les récupérer. Absolument. On peut recharger la nappe. Mais ça, ce sont des idées. Toutes ces idées-là seront discutées au forum. Mais des idées qui ont besoin de financement pour leur mise en forme. Mais bien sûr. Oui. Bien sûr, parce qu'il va falloir élaborer des programmes. Et un programme, il a un coût. Ce que je vous dis. On parle déjà d'un fonds bleu. Il y a énormément de fonds. Voilà. Le Conseil mondial qui parle d'un fonds bleu. Est-ce que c'est une solution pour le financement? L'idée a été lancée. Oui. Pour ce forum-là, oui. On parle d'un fonds bleu. Un fonds bleu qui permettrait d'investir dans l'acquisition ou dans les infrastructures qui permettront aux populations les plus vulnérables d'avoir accès à l'eau au même titre que ceux qui sont Alors, qui seront les bailleurs de ce fonds? C'est tous les États au même titre ou ce sont les plus nantis? Un mécanisme sur lequel les gens vont plancher, réfléchir et trouveront quel type de système ou quels sont les moyens qui vont être là-dedans. Moi, j'ai mes idées, d'autres ont leurs idées, mais toutes ces idées vont être confrontées et je crois que de cela émergera une étincelle. Oui, je reviens à vous. En parlant d'eau, on parle toujours d'assainissement. Oui. C'est très clair. Et moi, en fait, la question que je me pose, il y a pratiquement plus de 22 ans, quand le président Wade raillait le président Abdou Diouf en lui collant le sobriquet de M. Forage. Est-ce qu'on doit continuer? Et parce que jusqu'au moment où nous parlons également, on parle toujours d'aspect de ruralité de l'eau. Est-ce que nous devons continuer de ruraliser l'eau, passez-moi l'expression, si l'on sait qu'aujourd'hui, nous en sommes à un niveau, à un point où véritablement les populations de Diofior, de Malem Hodar, de Koussanar ont également besoin de sentir une modernisation dans le mécanisme de distribution et d'accès à l'eau. Aujourd'hui, plus que jamais, on le dit et je le répète, moi je partage l'avis de M. Diouf, parce qu'en réalité, pour moi, l'eau également est une question de souveraineté. Et nous ne devons plus aujourd'hui accepter et que pour véritablement des questions de souveraineté, que l'État du Sénégal ou d'autres États africains puissent lâcher du lest en confiant véritablement la gestion d'une ressource de souveraineté à des entreprises étrangères. Parce que nous, si nous formions un triumvirat, M. Diouf, M. Barry et moi, si nous formons un triumvirat et que nous posions de l'argent sur la table,
est-ce que nous pourrons entrer dans le capital de la société qui gère l'eau de la Suisse, dans le capital de la société qui gère l'eau de l'Italie? Donc il nous faille véritablement réfléchir, plancher pour trouver des solutions objectives et pertinentes pour aller dans le sens d'une gestion de notre souveraineté totale par rapport justement à l'accès à l'eau. Nous vivons un double stress hydrique à Dakar, j'allais dire à Dakar principalement, mais j'allais dire au Sénégal. Au-delà, le premier stress hydrique, c'est les inondations, mais le second stress hydrique, c'est véritablement la distribution normale de l'eau. Si par extraordinaire, le tuyau de Keur Momar Sarr venait à exploser à nouveau, nous l'avons vécu, nous sommes restés combien de jours sans véritablement avoir de l'eau. Donc, nous devons aller dans le sens de voir comment exploiter, même s'il est vrai qu'il y a le programme KMS3, qu'il y a eu des forages qui ont été construits à Dakar, etc. Le nombre a été augmenté, comment dire, la puissance de l'eau a été augmentée, tout ça. Mais je dis encore une fois, depuis que notre accession à la souveraineté internationale, depuis que nous avons mis notre société nationale de gestion des eaux du Sénégal, mais ma foi, nous avons maintenant l'expérience et l'expertise par rapport à une bonne gestion de l'eau. Je me rappelle d'un séminaire, quand véritablement un technicien burkinabé disait devant justement ce parterre de techniciens, en réalité, nous sommes intelligents. Nous venons trouver les Sénégalais et faire de bons programmes, de bons dossiers qui rendent les tiroirs. Mais nous venons du Burkina, du Togo, nous récupérons ces programmes et nous allons les exploiter chez nous. Nous avons véritablement l'expertise. Il a dit plus de 20 ans dans la recherche. Il y en a d'autres qui ont fait 30 ans, qui ont fait 50 ans. Nous avons des ingénieurs à la matière. Je crois bien que il nous faut réfléchir sur un mécanisme communautaire d'abord de financement par rapport à une souveraineté de notre accès à l'eau, à une souveraineté de notre distribution de l'eau, parce qu'en réalité, si on continue, on sentira plus et mieux l'éloignement de cet aspect social, parce que nous l'avons connu au Sénégal, mais malheureusement, quand la chose est mercantilisée, quand la ressource est totalement mercantilisée, il y a véritablement cet aspect pécuniaire qui véritablement frappe de plein fouet justement le Sénégalais lambda et par rapport justement à ses ressources. Monsieur Mignane, les changements climatiques dans cette recherche de préserver cette ressource, comme l'a dit tantôt Dr Barry, qu'on ne peut pas créer. Et c'est tout cela donc qui rentre dans ce qu'il appelle les risques hydriques. Changement climatique, ça affaiblit dans certaines zones la disponibilité.